vraiment ton exposé en finesse, avec humour et avec cette introduction historique. Moi, j'ai spécialement du plaisir avec l'histoire. Et puis, je dirais, cet apaisement presque avec la ritaline, avec le médicament. J'ai l'impression que tu as été celle qui parlait comme ça, le plus tranquillement de ça. Peut-être justement parce que on a vu que les analystes médecins sont ceux qui sont le plus en conflit avec les médicaments. Et toi, tu es l'exemple de ce que Freud appellerait une psychanalyse profane. N'est-ce pas? Celle qui est déjà le plus éloignée du médecin. Et peut-être ça te donne cette tranquillité. Je ne sais pas si c'est une question personnelle, si c'est une question de la position, mais tu as pu parler même des bons effets de l'Italie, une chose qui, on a eu l'impression, jusqu'à présent, on a pu avoir l'impression à certains moments que c'est la psychanalyse qui est en conflit avec le médicament, et toi tu dis rien du tout, c'est pas ça. Il n'y a pas un conflit entre la psychanalyse et puis le médicament. Alors ça doit être d'un autre ordre. Peut-être qu'il n'y a pas de conflit non plus. Bref. Il y a plusieurs questions. Je ne vous ai pas présenté parce que j'ai l'impression que tout le monde vous connaît déjà. Je présente aussi Daisy qui va nous parler. Son titre c'est Discutante, son exposé. Elle va nous dire un peu quelque chose de plus de tout ça. Bref, mais j'aurais déjà une question. Lorsque tu as cité Constance Hermès sur la question de la culture de l'hyperactivité comme insupportable, c'est très intéressant, mais je me suis demandé s'il n'y a pas un autre effet culturel qui serait un pouce à l'hyperactivité dans ce qu'on appelle le postmodernisme libéral. Je pense par exemple au jeune cadre dynamique. Il y a un idéal comme ça de cette activité qui peut parfois aller jusqu'à l'hyperactivité. Et dans quelle mesure, justement, c'est d'autant plus étonnant que l'hyperactivité soit insupportable. Peut-être que ce n'est pas le cas, il n'y a pas ce pouce à l'activité comme phénomène culturel. Mais tu as bien séparé l'hyperactivité de l'attention, et tu as parlé de ce jeune qui ne veut pas la consommation. Alors on a l'impression qu'il y a presque par contiguïté ces trois éléments, hyperactivité, attention et consommation, qui peuvent être vus un peu comme des symptômes, n'est-ce pas, mais aussi comme justement ce que tu disais avant, cette culture de l'hyperactivité, de l'attention, une culture aussi de la consommation. On a déjà pas mal parlé de ça. Une dernière chose, la ritaline, perte de poids, et puis l'autre qui souhaite, qui demande presque la ritaline pour perte de poids, et là c'est l'effet secondaire. Ce qu'on ferait avec l'effet secondaire. Et est-ce que le sexe qui ne grossit pas? Est-ce que c'est un effet secondaire? De quoi s'agit-il? Parce qu'il met un peu l'un en rapport avec l'autre. Je pense que c'est le même garçon qui met l'un en rapport avec l'autre. Et la toute dernière chose, c'est cette automédication familiale que lui, face à la mère, elle commence à distribuer un peu la ritaline dans la famille. Alors ça donne encore un effet. Je pense que dans ton texte, vraiment, plus que jamais, on se demande les effets de la culture dans cette consommation et dans ces effets aussi du médicament.
Alors, voilà, je ne sais pas comment procéder. Tu veux intervenir? Les deux à la fin. Je vais faire une toute petite réponse. D'accord. Tu parles de ma tranquillité. En fait, ma tranquillité, j'ai eu la chance de faire un contrôle de ce cas avec un psychanalyste, un grand psychanalyste, très contre les médicaments. Et je me souviens qu'un jour, j'allais entrer dans mon contrôle quand je reçois un téléphone affolé de l'institution jeunesse, mettait l'institution sans dessous. Il ne prenait pas sa Ritaline depuis quelques jours et mon psychanalyste contrôleur me dit téléphonez tout de suite, maintenant, et dites de redonner ce médicament. Ça me fait très Voilà. que voilà, ça m'a permis d'écouter tout ce qui se passait probablement. Comme quoi le psychanalyste, il peut prescrire, même lorsqu'il n'a pas le droit de prescrire, dans le sens où il peut prescrire, je veux dire, le geste. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, ouais, ben c'est quand même pas rien, cette culture de l'hyperactivité. Alors, on a la chance d'avoir François, il en parlera peut-être après, un peu vieux. Mais moi, je dirais, ce qui me frappe dans ce médicament, moi, je ne sais pas si j'avais eu un enfant, si je lui aurais donné de la Ritaline. Parce que moi, j'aurais eu le mot. Alors, c'est toujours une question. Alors, j'espère que je n'aurais pas été obscurantiste et puis que j'aurais donné la Ritaline. Mais, en même temps, je ne suis pas sûre que je n'aurais pas refusé de donner la Ritaline et trouver d'autres voies, d'autres chemins. Parce que pour moi, la Ritaline, c'était l'amphétamine vraiment pour les traders, hein, pour ceux qui sont justement au cœur du capitalisme, c'est donc il faut. Voilà. Oui. Donc, plus que jamais, le médicament est associé voilà. à la drogue. Oui. Voilà. Plus que tous les En autres. tout cas, c'est ça, c'est chaque fois les deux. C'est pas du tout une drogue, disent tous ceux qui tiennent, qui défendent la Ritaline. Ce n'est pas du tout une drogue, c'est pas pire qu'une aspirine, c'est rien du tout, c'est pas grave. Vous êtes. Voilà, ça c'est ce que j'ai entendu, mouvement dans les institutions. Et puis, mais non. C'est pas une drogue dans le sens où, au contraire, ça va permettre aux enfants de ne pas se droguer plus tard. Et il y avait l'autre théorie qui disait, oui, c'est une pente une autostrade pour la drogue, que l'enfant se drogue plus tard. Je crois que les questions se posent toujours comme ça. Moi, j'avais lu en 95 tous les articles qui étaient sortis. Il y avait déjà ces deux positions. Elles ne se sont fait que confirmer tout au long de ces 20 années. Et je lisais encore l'autre jour, quand on avait des résultats sur les résultats de l'utilisation de la Ritaline sur la plasticité. Il y aura après-demain un article qui dira pas du tout, il n'y a pas de difficulté autour de la plasticité. On verra. Cette différence du médicament de la drogue est très, très intéressante parce que, bon, déjà, on sait que le médicament c'est une drogue, déjà c'est souvent dans ce tarif tranquille, mais en même temps on distingue tout le temps le médicament de la drogue. Bien sûr. Et
c'est en psychiatrie, de toutes les spécialités de la médecine, que cette question est le plus débattue. Hein, je veux dire, lorsqu'on prend un médicament pour les reins, pour les poumons, hein, on ne se demande pas si c'est une drogue dans le sens de devenir toxicomane, addict, etc. La psychopharmacologie, elle a, c'est une des seuls endroits où justement on fait du trafic à la place de la ripole, ça veut dire pour le pur plaisir. Rarement les personnes vont prendre un médicament pour les poumons pour le plaisir, à moins qu'il ait cet effet psychique, cet effet mental, cet effet cérébral. Bref. Mais cette question de cet effet, on tombe un peu dans... On revient souvent dans la différence entre le réel et l'imaginaire, comme par exemple la perte de poids comme effet secondaire. On ne réfléchit pas trop. Ritaline égale la perte de poids, c'est un effet secondaire. On ne se demande pas qu'est-ce que c'est l'effet secondaire jusqu'au moment où tu parles de cette idée que le sexe qui ne grossit pas, hein, comme si c'était un effet secondaire. Et c'est là qu'on sourit et on peut repenser à la perte de poids jusqu'où va l'imaginaire, jusqu'où va le réel, et combien d'effets secondaires sont réels, mais c'est l'imaginaire qui en... Bref, on entre dans un terrain qui a déjà un peu été discuté dans la séance, mais je ne pense que pas de façon si claire que maintenant. Oui. On peut dire quelque chose? Non, parce que là, c'était évoqué. Je trouve que c'est très construit de manière très, très intéressante cet exposé, parce que d'un côté, à chaque culture sa pathologie, et de l'autre côté, à chaque sujet sa pilule, quoi. C'est-à-dire, à chaque culture sa pathologie, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est ce que j'avais effectivement dit à Milan, on est dans une culture de l'hyperactivité, du zapping, du trouble attention, et donc au fond je me disais, mais pourquoi on ne valorise pas l'hyperactivité? Au contraire, on la pointe négativement. Hein, de même, alors c'est pour ça que je disais, dans la période du 19e, victorienne, il y avait une répression de la sexualité que Foucault interprétait comme une obligation à produire de la sexualité. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, ils étaient une ère hautement sexualisée, alors qu'aujourd'hui, au fond, il y a une sorte d'indifférence par rapport à la question sexuelle, en tout cas par rapport à la façon dont elle est déposée. Donc au fond, ça apparaît, ça disparaît. L'onanisme a disparu comme problème majeur de pédopsychiatrie, et tout à coup, c'est l'hyperactivité. Donc ces changements, ça m'interrogeait. Mais alors là, au fond, dans l'exposé, on a un côté, à chaque culture sa pathologie, donc de côté presque un peu universel, et à chaque sujet sa ritaline, quoi, finalement. Hein, c'est-à-dire c'est pulsion et destin des pulsions, Freud écrivait ça, pilule et destin de la pilule, tu dis. Hein, c'est-à-dire un destin qui est toujours unique et singulier. Et ça, je trouve que ça ouvre à une clinique du médicament très intéressante, c'est-à-dire une clinique de l'usage singulier du médicament. Et au fond, il y a un discours universel qui est celui du traitement médical, peut-être qui contient aussi, comme on l'a discuté dans ton séminaire, Renato, le côté médecine personnalisée, qui est une nouvelle version de l'universel. Et puis là, on voit que dans la clinique psychanalytique, il y a chacun qui a son usage particulier du médicament. Comme on peut dire, chacun a son usage particulier d'un gadget, chacun a son usage particulier d'un iPhone. Et là, au fond, dans la démonstration clinique qui vient d'être faite, il y a une grande finesse dans la façon de regarder comment chacun use de cette ritaline qui n'a peut-être que peu de choses à voir avec la psychopharmacologie de la ritaline, il faut bien le dire, surtout quand elle est donnée à la sœur, quoi. Mais peut-être que de donner la ritaline à la sœur dans une étude à double aveugle montrerait que ça calmerait beaucoup les garçons de donner des ritalines à leur sœur. Hein, que peut-être c'est un effet paradoxal de la ritaline à penser. Donc cette bipolarité, je pense qu'elle est dans tout un séminaire Renato sur psychopharmacologie et psychanalyse, c'est-à-dire l'articulation entre un universel
est une extrême singularité. Et ce qu'apporte le psychanalyste à ce champ, c'est une attention à cette extrême singularité. Et les deux cas cliniques présentés sont tout à fait exemplaires, quoi. Donc, entre le trader hyperactif qui indique son taux de testostérone sur sa carte de visite, ce qui se fait tout à fait communément à New York, n'est-ce pas, et le trader qui est sous cocaïne et celui qui est sous amphétamine. Enfin, on a toute une clinique particulière du plus de jouir contemporain, quoi. C'est très intéressant. Mais enfin, bon, tout ça pour dire que je pense que cette articulation entre l'extrême, la singularité et l'universel, c'est la vraie question complexe qui est issue de cette série de séminaires sur psychanalyse et psychopharmacologie. Oui. De là, la médecine personnalisée pour échapper à l'universel de la... Voilà, mais comme nous a montré l'exposé de ce collègue anglais, la Harding, Oui, je crois, il montrait que c'est très justement, je pense que c'est très juste, qu'il disait que les repères du personnalisé, c'est l'universalisation du sujet, et pas un usage singulier. Oui. Et là, on a deux démonstrations d'usage singulier du médicament qui n'a rien à voir avec le mode d'emploi.